Quelle approche tu as eue pour en arriver là? On arrivait à me dire qu'on était frugivore et que c'était le meilleur. Bah, le truc à la base, c'est une longue réflexion depuis que je suis né où je me rends compte qu'on vit dans un monde un peu de tarés, avec des guerres, avec de la pollution, avec plein de choses comme ça. Euh, Moi tout petit, bon, je devrais pas le dire, mais j'ai fait une TS, j'ai voulu en finir à 8 ans parce que justement je trouvais que le monde était complètement dingue et j'avais envie de me casser d'ici. Je l'ai pas fait, mais du coup je suis rentré un peu dans le moule comme tout le monde, j'ai suivi un peu les moutons comme on dit, pour pas être, comment dire, pour pas être catalogué de dingue ou je ne sais quoi, parce qu'en général, quand tu vis pas comme tout le monde, t'es forcément stigmatisé, et soit t'es jeté en asile psychiatrique ou en prison, ou voilà. Mais moi, le but c'était ça, ouais, c'était, voilà, j'ai essayé de faire comme tout le monde, donc je suis allé à l'école comme tout le monde, j'ai commencé à travailler, je suis rentré dans la société de consommation et ça me plaisait pas en fait. Donc j'ai eu deux enfants avec deux femmes différentes qui sont parties assez loin de moi et à chaque fois voilà, j'ai essayé de construire ma vie comme tout le monde, d'avoir une femme, un enfant, une maison, un taf, enfin la vie de tout le monde quoi. Et moi personnellement ça me plaisait pas. Donc à la séparation avec la maman de mon deuxième fils, là j'ai pris une grosse claque dans la tête. En fait j'ai revécu la même chose qu'avec le premier enfant. Donc j'ai perdu, donc elle est partie avec mon fils, j'ai perdu mon taf, j'ai perdu mon appartement, j'ai tout perdu. Et j'ai commencé à faire une espèce de grève de la faim. Enfin, en fait, je voulais en finir en me laissant crever de faim. Donc ça s'est transformé en jeûne. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai pris conscience de plein de choses. Mais déjà avant, je commençais à prendre conscience de ce que j'ai fait dans mon métier. Donc je suis paysagiste à la base. Enfin, j'ai fait des études de paysagisme donc j'ai travaillé en tant qu'ouvrier paysagiste et je me rendais compte que ce que je faisais dans les jardins c'était contre nature dans le sens où je passais plus de temps à détruire la nature avec des produits pesticides, tailler les plantes, enfin c'est vraiment en gros c'est l'homme au-dessus de la nature. Donc tailler les plantes, abattre des arbres et faire des prestations qui sont purement à but lucratif mais qui vont contre la nature. Ramasser les feuilles dans les jardins alors que logiquement il faut les laisser au pied des massifs, on s'inspire de la forêt. Et donc les feuilles vont nourrir le sol, qui vont nourrir les vers de terre, et ainsi de suite, et ça se répercute sur la santé des plantes. Et donc nous, au contraire, non, on enlevait les feuilles des massifs, le client paye pour ça, on met les feuilles en déchetterie, ils en font du terreau, le client repaye le terreau derrière, donc il se fait avoir deux fois. Et, euh, et ensuite, voilà, il y a d'autres prestations. L'hiver, on va bêcher les massifs aussi, on va bêcher chez les particuliers. Donc on sait que le bêchage aujourd'hui c'est hyper mauvais. Quand on bêche, on retourne les micro-organismes du sol et en fait on tue tout. Il y en a certains qui vivent en aérobie, d'autres en anaérobie, donc voilà. Donc vu que les plantes n'ont plus rien à manger, elles tombent malades. Quand elles sont malades, elles se font attaquer aussi. Donc en fait on vend des antimaladies, des insecticides. Et voilà, c'est tout un système qui est basé sur le fric. Donc on parle d'économie, et logiquement l'économie c'est économiser enfin pour moi c'est économiser les ressources naturelles. Et quand on parle d'économie aujourd'hui, on parle que de fric et le système marche comme ça. Donc voilà, j'ai pris conscience de ça. Pendant un an, j'ai bossé dans une boîte qui faisait que du traitement de mauvaises herbes sur les trottoirs. Donc là, on déversait des produits, On bossait dans des villes comme Saint-Denis et donc autour des écoles. Enfin, moi, j'ai vu dans une cité. J'étais avec ma combinaison, donc on est bien protégé. Enfin bien protégé entre guillemets parce qu'on n'avait pas des chaussures étanches et tout ça, mais on était plus ou moins bien protégés. Et j'ai vu des enfants venir derrière moi alors que j'avais un pulvérisateur, j'étais en train de mettre du produit et mettre le doigt dans le produit et me dire c'est quoi, mettre limite le produit à la bouche et me demander c'est quoi monsieur, c'est quoi monsieur. Et là je me dis quand même c'est des produits qui sont cancérigènes, des produits qui rendent stériles. Donc voilà, j'ai eu une grosse prise de conscience. Donc pendant 3 mois je me suis réveillé tous les matins en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait quoi. Et donc là c'est simplement ouais voilà c'est comme ça que j'en suis venu à vraiment prendre conscience que du vivant quoi, simplement on dépend du vivant, donc respecter les plantes. Je suis devenu végétarien, donc quand j'ai fait mon jeûne de 5 jours, j'ai repris une alimentation mais je mangeais plus de viande. C'est aussi prise de conscience par rapport aux animaux et voilà. Bon après
Pour la plupart des gens, manger des animaux, c'est normal, puisque c'est comme ça depuis des années et des années. C'est comme manger des végétaux, ça paraît normal. Il faut quand même remonter en arrière, donc là j'ai commencé à faire des recherches et m'apercevoir que les premiers hommes étaient des cueilleurs, bien avant d'être des chasseurs, voilà. Donc, et en fait, on est venu à manger de la viande parce qu'on s'est déplacé sur les terres et on est arrivé dans des zones où il n'y avait plus de fruitiers, où il n'y avait pas assez de fruits. Et au final, on s'est retrouvé à être obligé de chasser, être obligé de... Bonjour. Télévisé. Non, mais c'est juste pour nous. Ça passe pas à la Tu veux télé. dire bonjour à la caméra? Si tu veux dire bonjour à la caméra, Ouais. tu peux. Ah, bonjour, c'est un petit mec ça. Je m'appelle Amédée. Mais Donc tu disais, donc je disais, on en est venu à manger de la viande, mais je pense que c'est plus par des... c'est une par- conséquence, on va dire. Ouais, c'est une conséquence, mais c'est pas l'alimentation en tout cas première de l'homme. Et après, c'est pas parce qu'on peut en manger qu'on doit en manger, quoi. Chez les animaux omnivores, par exemple, on se rend compte que même un ours, il va se nourrir en priorité de fruits. Et il mangera de la viande que s'il n'a pas le choix, en fait. S'il y a rupture de stock, on va dire des fruits, et voilà, il se mettra à manger de la viande. Mais même un omnivore, à la base, manger de la viande comme nous on le fait dans notre société, c'est hyper mauvais. Après, il y a un aspect au niveau de la santé, on voit qu'il y a tout ce qu'on appelle maladie de civilisation. C'est en grosse partie dû à l'alimentation. Le lait, la viande, les sucres, même les céréales, apparemment, c'est assez mauvais pour la santé à cause des acides phytiques, quelque chose comme ça. Donc voilà, puis j'ai commencé à regarder des sites. Alors il y a le site VegPlanet qui nous montre bien les conséquences d'une alimentation carnée, aussi bien sur l'environnement que sur les énergies, parce que voilà, l'alimentation carnée c'est très énergivore. Sur l'environnement, donc avec la déforestation, parce que voilà, manger de la viande, il faut bien des céréales, et donc voilà, on déforeste énormément en Amérique du Sud à cause de ça, à cause de la viande. Et du cuir aussi, donc vegan en fait, c'est aucun produit animal, mais pas de cuir, pas de produits testés sur les animaux. Enfin voilà, tout ce qui, en gros, on évite tout ce qui nuit à la vie animale et indirectement à la vie humaine aussi, puisque tout ça, ça nuit indirectement ou directement à la vie humaine, quoi. On a besoin des végétaux pour vivre, on a besoin des animaux aussi. Et, voilà, à partir du principe que chaque être vivant a son rôle à jouer dans la nature. On n'est pas au-dessus, on n'est pas dans une espèce de pyramide où il y a l'homme au-dessus de toutes les autres espèces vivantes, mais on est plutôt dans un cercle et voilà, et c'est ce que nous enseigne la permaculture. Et donc on est interdépendants et on a besoin de tout le monde pour vivre. Voilà. Et la question, ce serait où on en arriverait si on ne change pas nos méthodes de consommation par rapport à ce qu'on mange. Si on change pas, il y aura des conséquences désastreuses. Il y a Pierre Rabhi qui est paysan, écrivain et philosophe, qui nous le dit. Claude Bourguignon aussi, qui est ingénieur agronome. Ils s'attendent, eux, ils sont plutôt dans le pessimisme, et ils s'attendent à une dépopulation due à l'alimentation, due aux maladies de civilisation et même à cause de la famine. Parce que justement, on prend le grain du pauvre pour nourrir la vache du riche, mais les premiers pays qui vont être touchés, d'après eux, ce sont les pays comme l'Afrique, où déjà les gens connaissent déjà la famine. Et donc il faut s'attendre à une dépopulation qu'on peut éviter. En fait, on pourrait vivre, on est 7 milliards actuellement, on s'attend à être 9 milliards en 2050, mais moi je pense qu'on peut vivre beaucoup plus que ça sur la planète, on peut même vivre à 15 milliards sans problème. Et justement, Pierre Rabhi, qui est un expert international en sûreté alimentaire, qui a développé des méthodes d'agroécologie, nous dit qu'on peut nourrir 4 à 5 fois plus de personnes avec l'agroécologie. En tout cas, on peut avoir des rendements 4 à 5 fois supérieurs que l'agriculture intensive, donc agriculture avec des intrants chimiques et compagnie. Donc oui, la conséquence, si on continue de vivre comme ça, à manger de la viande et manger ce qui n'est pas fait pour être mangé par l'homme, il faut s'attendre à des famines, à des morts, à toutes sortes de problèmes de ce genre-là. Ouais.
Pour toi, quelle est la différence entre végétalien et frugivore? Donc le végétarien ne mange aucune chair animale, donc ni poisson ni viande. Le végétalien ne mange aucune chair animale et aucun produit issu d'animal, donc pas de lait, pas d'œuf, voilà, pas de fromage, tout ça, donc c'est le lait. Il a le droit au miel ou pas? Et pas de miel, non. Je sais pas si c'est si c'est le vegan ou je sais pas si le végétalien peut manger du miel. Après, je sais que le vegan, c'est encore plus poussé, c'est aucun produit issu de l'exploitation animale. Donc là, le miel, ça fait partie de l'exploitation des insectes. Le lait, c'est clair que ça fait partie de l'exploitation des vaches. Et puis, c'est le cuir et compagnie. Après, la différence entre végétalien et frugivore, le végétalien va manger des fruits, mais des végétaux, toutes sortes de végétaux. Et le frugivore, lui, ne va manger que des fruits. Donc le fruit au sens botanique, c'est-à-dire que la tomate c'est un fruit, l'avocat c'est un fruit, même si au plan comment dire, de la restauration, mais c'est pas ça le terme que je cherchais. Non, désolé. Et le frugivore, lui, ouais, donc va manger que des fruits, et donc voilà, que la chair des fruits. En fait, ce qu'on appelle fruit au sens botanique, c'est la chair qui entoure, la pulpe qui entoure les graines et les noyaux, quoi. Donc voilà, la tomate. Après, il y a aussi les faux fruits. Et là, on va partir dans un autre domaine. La pomme, c'est un faux fruit, par exemple. C'est un vrai fruit, se développe à partir que je dise pas de bêtises, des étamines. Alors qu'un faux fruit va se développer à la base de la fleur et c'est plutôt une excroissance en fait. Mais bon, ça sur Wikipédia, on trouve la différence entre fruits et faux fruits. Je vais pas dire de bêtises là-dessus. Donc voilà. Et pourquoi être frugivore? Parce que ça respecte l'environnement. Voilà, les arbres fruitiers peuvent produire des centaines de kilos de fruits sur un seul arbre. Donc en termes de rendement au mètre carré, je pense qu'il n'y a pas mieux. Ça respecte la nature. Enfin voilà, quand on regarde les forêts, comment fonctionnent les forêts, les feuilles tombent au sol, nourrissent le sol, nourrissent les micro-organismes du sol. Ça permet aussi de créer de l'humus et la mycorhisation aussi. La mycorhisation, c'est les champignons en fait qui rentrent en symbiose avec les racines des arbres et qui sont capables d'aller capter de l'eau en profondeur. Et c'est pour ça que la plupart des plantes sont malades parce qu'on ne laisse pas d'humus dans les jardins et donc il n'y a pas de mycorhisation. Et donc en cas de sécheresse ou quoi que ce soit, elles crèvent. Alors qu'en forêt, donc il y a ce phénomène de mycorhisation et donc c'est des ifs en fait, c'est ce qu'on appelle les racines des champignons. Donc ils sont capables de descendre à plusieurs kilomètres sous terre, d'aller capter de l'eau. Et là il y a un échange qui se fait entre les racines des arbres et le champignon. Donc le champignon donne de l'eau aux arbres et les arbres vont échanger du glucose. Voilà. Et pour toi, un champignon, est-ce que c'est un être vivant ou pas? C'est un être vivant, mais c'est encore une classification différente. Ça rentre pas dans les végétaux ni dans les animaux. Alors ça, après, je rentrerai pas trop dans le détail. Pour moi, c'est des êtres vivants. Après, on s'en fout un peu de la classification. Mais ils ont un rôle à jouer. Ils ont un rôle très important. Et donc, dans les jardins, je m'aperçois aussi qu'on passe notre temps à les combattre. Il faut savoir qu'il y a à peu près 5% apparemment des champignons qui sont nuisibles. Donc l'oïdium sur les tomates ou sur les rosiers, tout ça. Donc, en général, on va mettre des produits à base de cuivre. Le problème du cuivre, c'est qu'il va tuer 100% des champignons. Donc il va tuer aussi les 95% de champignons qui sont bénéfiques à la vie. Donc voilà. Donc voilà, on peut être, voilà, on va me dire ouais frugivore, à part souvent ce qu'on me dit, c'est à part des pommes et des poires dans le coin, il n'y a pas grand chose. Eh ben non, c'est faux. Il y a énormément de fruits. On peut faire pousser des kakis, on peut faire pousser des kiwis, on peut faire pousser comment ça s'appelle, je t'en ai parlé tout à l'heure là. Justement, il y a une vidéo qui tourne sur internet qui s'appelle le jardin des fraternités ouvrières. Donc c'est un mec qui fait de la permaculture. Il est à 10 km de Roubaix, donc c'est franchement pas un climat super chaud.
Mais le mec, il a des figues grosses comme mon poing, il a tout un tas de fruits, des mûres qui poussent sur un arbre, là c'est le mûrier platane, qui donne 200 kilos de fruits par an. Et le mec, sans aucun produit pesticide, sans arrosage, il arrive à produire des fruits et légumes. Sur 1800 mètres carrés, il a 2050 espèces d'arbres. Il a à peu près 5000 espèces de plantes potagères. Et son seul problème, en fait, à ce mec-là, c'est qu'il n'arrive pas à tout manger. Voilà. Mais en gros, si on faisait tous ça, on pourrait nourrir la planète et les animaux aussi, parce qu'il y en a énormément qui mangent des fruits. Et voilà, et laisser le miel aux abeilles et laisser la viande aux animaux carnivores qui eux n'ont pas le choix. Ils sont faits pour manger de la viande, ils sont là pour réguler aussi. Il faut savoir aussi qu'on prend souvent pour exemple des animaux carnivores comme les lions et tout ça. C'est comme des animaux qui jeûnent énormément. Donc ils vont manger de la viande, ok, mais ils sont capables de jeûner pendant des mois et des mois. Ça on le dit moins. Alors, en fait, il n'y a que l'homme qui est capable de manger de la viande tous les jours et d'en faire un commerce et d'avoir des banques aussi, enfin des espèces de banques d'animaux quoi. Il n'y a aucun lion, comme dit Pierre Rabhi, on n'a jamais vu un lion avoir des banques de gazelles ou des banques de proies. Donc c'est prendre conscience des répercussions des différents modes d'alimentation et de culture. Donc, quand on mange de la viande, c'est très énergivore, donc c'est du pétrole, donc c'est des guerres aussi derrière, des guerres pour le pétrole. C'est la déforestation, avec toutes les guerres aussi que ça génère, les problèmes de territoire, de peuples premiers, de choses comme ça, des Amérindiens et compagnie. C'est la pollution, mais la pollution elle est aussi en France avec les algues vertes à cause des porcs. Et puis c'est la condition animale aussi, c'est avoir un peu de compassion, enfin ça devrait être la première raison quoi, faire preuve de compassion qui veut dire souffrir avec et prendre conscience que les animaux souffrent. Et donc voilà, c'est déjà stopper ça, stopper le massacre. Les camps de concentration, parce que on est quand même dans un système un peu nazi où les animaux vivent en camp de concentration. Est-ce que tu peux me développer ça ? C'est simple, il suffit de regarder le film Earthling par exemple, où on voit que les poules vivent dans des grands hangars sur la surface d'une feuille A4 et la plupart elles savent même pas marcher parce qu'elles n'ont jamais marché, elles n'ont jamais quasiment vu la lumière du soleil. Donc c'est la privation, c'est quasiment la privation de la liberté quoi. Donc c'est des véritables camps de concentration. C'est des animaux qui sont exploités et qui passent à l'abattoir à la fin quoi. Donc voilà, c'est pas un terme, c'est le terme qui me paraît le plus proche de la condition de vie animale. C'est le terme approprié. C'est approprié quoi. Quand on voit là en France, apparemment ils ont fait une ferme qui s'appelle la ferme des 1000 vaches du côté d'Amiens. C'est exactement le modèle américain, c'est-à-dire c'est des grands hangars ou alors des pâtures où s'entassent des bovins qui marchent dans leur merde et qui sont exploités, qui sont pas élevés, c'est pas de l'élevage. L'élevé, c'est logiquement quand on parle d'élever, c'est élevé sur un plan spirituel, c'est s'élever à quelque chose d'un niveau supérieur. Là, c'est complètement le contraire, c'est de la pure exploitation. Donc, c'est des animaux qui tombent malades parce qu'ils marchent dans leurs excréments et dont le seul but est de les passer à l'abattoir pour vendre leur viande, quoi, ou leur cuir. Donc voilà, ou les deux. Mais faut savoir aussi, il y a un truc qui est complètement aberrant, c'est que les bêtes qui sont faites pour le cuir, on ne mange pas leur viande. Et les bêtes qui sont faites pour la viande, on ne prélève pas leur cuir. Et pour quelle raison ? Mais ça, j'en sais rien, c'est une aberration, encore une fois. Mais il y a des bêtes en Inde qui sont faites exclusivement pour le cuir et la viande, elle est jetée, quoi. Donc ça, c'est complètement débile, mais il y a énormément de vidéos qui tournent. Voilà, tu me parlais tout à l'heure de la conférence de Gary, je sais plus son nom. On peut la trouver sur internet, ça s'appelle le discours le plus important de votre vie. Tout à fait. Et le mec met en évidence le fait qu'on soit pas fait pour manger de la viande. Donc sur un plan morphologique, on n'a pas des dents de carnivore, on a des petites incisives mais qui sont faites pour croquer les noix ou croquer les peaux un peu dures de certains fruits. Après
On a un intestin qui mesure 7 mètres, qui est très très long, alors que chez les carnivores, l'intestin est très court, justement pour pas que la viande rentre en putréfaction, avec toute la libération des toxines qui s'ensuit. Donc nous, par exemple, on a un intestin très long, donc la viande met beaucoup de temps à passer. Il y a une certaine putréfaction de la viande, on le sent dans les selles de toute façon. Un mec qui mange de la viande sent beaucoup plus mauvais qu'un mec qui est végétalien, par exemple. Et au niveau de la transpiration aussi. Et donc là, on récupère toutes les toxines, et c'est ce qui amène toutes les maladies, de cancer, de cholestérol aussi à cause des graisses animales, de maladies cardiovasculaires. Tout ça, c'est vraiment dû à la viande. J'ai une question par rapport sur ce domaine-là. On dit souvent qu'une personne qui a des problèmes au niveau du rein, il faut qu'il arrête de manger de la viande rouge. Mais La viande rouge et du lait aussi. Le lait, c'est hyper mauvais. c'est de manière plus globale, c'est que la viande attaque les reins. Ouais, mais c'est les toxines, c'est tout ça, c'est le fait que... Mais pourtant, on demande tout de même à ce que les personnes continuent à manger de la viande, mais d'autres catégories de viande. C'est une aberration. Pour moi, c'est une aberration. Enfin, quand on s'intéresse un peu aux végétaliens, on s'aperçoit, ou même aux végétariens, on s'aperçoit qu'ils vivent en meilleure santé et ils ont une espérance de vie qui est plus longue. Et là, donc, je me suis beaucoup intéressé aux frugivores, notamment à des couples qui ont eu des enfants en étant frugivores. Donc, une femme qui a été enceinte en étant frugivore. Les enfants sont en pleine santé. Sont frugivores depuis la naissance et ne savent même pas ce que c'est un nez qui coule ou quoi que ce soit. Enfin, en fait, ils ont dans les fruits, on a tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Il y a tous les acides aminés dont on a besoin et qui, eux, à leur tour, les acides aminés sont capables de fabriquer les protéines et tout ce dont on a besoin pour être en bonne santé. Ce qui veut dire, pour avoir des super muscles, on n'a pas besoin de manger de viande. Bah non, parce qu'on s'aperçoit que les animaux qui ont les plus beaux muscles sont des herbivores. La vache, le cheval, l'éléphant, ce sont des animaux qui n'ont pas besoin de manger de la chair animale ou du muscle pour avoir des muscles. Donc, et puis il y a énormément de sportifs, des champions du monde qui sont végétaliens, et parce que justement ça renforce l'endurance. On est beaucoup plus endurant quand on est végétalien ou végétarien. Là, je suis parti faire de la rando avec des mecs qui mangent de la viande. Je leur ai mis, je les mettais dans le vent parce qu'ils étaient tout le temps en train de se plaindre d'être fatigués ils n'avaient pas d'endurance en fait. Mais parce que les muscles sont bourrés de toxines et compagnie, quoi. Moi, j'ai gagné en. Après, j'essaierai pas de convertir les gens. Si les gens veulent continuer à bouffer de la viande et à bouffer de la merde, c'est leur problème. Mais je trouve ça dommage. Moi, j'ai gagné en bien-être, mais assez rapidement. J'ai gagné en santé. J'ai plus de mutuelle, je vois plus un seul médecin depuis que je suis végétarien, même végétalien. Bon, là en ce moment j'ai pas les moyens parce que je suis SDF et j'ai décidé d'arrêter de bosser et compagnie parce que j'ai plus envie d'être complice d'un système qui nous tue. Mais du coup je fais de la récupération de sandwich ou de pain dans les boulangeries. Donc voilà, je suis végétalien, mais n'empêche que je me sens quand même en meilleure forme. Après, les seules fois, quand j'étais encore au chômage, donc j'avais encore des revenus, là je me permettais d'aller dans des magasins bio. Bon, bio, j'aime pas trop le terme parce que ça fait un peu marketing et dans le bio on a le droit quand même à une certaine part de produits chimiques. Mais manger des fruits naturels, on va dire, je me suis jamais senti aussi bien, quoi. Et ça coûte pas beaucoup plus cher de manger bio parce que à côté de ça j'ai gagné. J'ai récupéré beaucoup d'argent du fait de ne plus acheter de viande, ça coûte super cher, donc cet argent je l'ai récupéré, de ne plus acheter des boissons, tous les sodas et compagnie qu'on connaît tous, qui sont aussi mauvais pour la santé. Tous les fast-food et compagnies, voilà, je ne citerai pas de marque pour pas leur faire de pub, mais qui nous font bouffer des OGM et qui sont donc mauvais pour la santé, mais aussi mauvais pour l'environnement. Donc tout cet argent que je mettais avant, donc dans les fast-foods, dans les sodas, dans les produits manufacturés, dans les plats préparés et compagnie, en fait je me suis rendu compte que je dépensais beaucoup moins d'argent qu'avant, que je mangeais 2 fois moins. Parce qu'en fait quand on mange mal, et même quand on mange cuit, on tue les vitamines, on tue les acides aminés et compagnie. Donc au final, le corps a besoin de manger plus. Donc à ton sens, il faut quand même manger plus de crudité que de fluidité.
faut manger plus cru. Quand on mange cru, on a toutes les vitamines, on a 100% de la teneur en vitamines et d'oligo-éléments et tout ce qu'on veut. Dans la cuisson, il y a énormément de choses qui disparaissent. Donc c'est pas forcément un progrès d'avoir découvert le feu, en tout cas pas pour la cuisson des aliments, quoi. Et après, quand on s'intéresse un peu aux premiers hommes qui sont arrivés sur Terre, ils n'avaient pas le feu. Le fait de cuire un aliment, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Bonjour. Ah non, ça... Je pensais qu'il allait lui prendre la tête. Mais non. Donc c'est pas quelque chose de naturel. Vraiment, si on doit parler de quelque chose de naturel, c'est vraiment manger des fruits et manger des choses crues. Mais après, il y a énormément de choses comme manger des concombres, on peut les manger, ça se mange cru. Mais même des courgettes, c'est très bon cru. Il y a énormément de fruits, de légumes qu'on peut manger crus. Mais pour moi, ça reste la meilleure alimentation. Et même en termes de production sur l'environnement, mais même ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que si on mange cru et que des fruits, on n'a plus besoin de vaisselle, on n'a plus besoin de gaz, on n'a plus besoin d'électricité. Bon, si, pour s'éclairer, mais on peut le faire autrement, hein. On peut vivre avec le soleil. Et puis on peut aussi arrêter cette vie sédentaire et commencer à reprendre une vie de nomade, limite c'est peut-être mieux. Et vivre en fonction du soleil, en fonction de la température. Mais on n'a plus besoin donc de faire la vaisselle, on n'a plus besoin de fabriquer des ustensiles de cuisine, on n'a plus besoin de gazinière, on n'a plus besoin de faire la cuisine, tout simplement. Enfin voilà, tout ça, ça devient obsolète, ça devient superflu. On n'a plus qu'à aller directement cueillir ses fruits, les manger, et ça nous libère du temps, ça nous libère énormément de temps pour avoir des activités. Faire de la musique, je sais pas moi, s'occuper de ses enfants, c'est changer de paradigme et puis on n'a plus besoin d'argent, quoi. C'est retrouver une autonomie alimentaire, quoi. Planter des fruits, ça peut se faire partout. Nous, c'est pour ça qu'on est en train de monter le projet biodiversité. Et le projet biodiversité, c'est de récupérer les espaces verts dans les mairies, dans les cités. Pour recréer du lien social, pour recréer du lien intergénérationnel aussi, pour responsabiliser les gens sur leurs espaces verts. Moi je me permets de le dire parce que j'ai bossé pendant des années en tant qu'ouvrier paysagiste dans les cités et malheureusement les gens s'en fichent un peu de leurs espaces verts. Donc si on arrive à les intéresser, à les responsabiliser, à travailler avec des écoles, à travailler avec des enfants et leur faire mettre les mains dans la terre et leur montrer ce que c'est du vivant et qu'en plus ils puissent manger ce qu'ils produisent, ce sera déjà un grand pas en avant. Après il y a déjà des choses qui existent, mais ça se fait plus au niveau des petites fleurs comme la guérilla gardening qui eux jettent des boulettes, des bombes de graines qui en jettent un peu partout dans les espaces verts qui sont abandonnés ou qui sont pas abandonnés forcément, mais mais ça se fait beaucoup avec des fleurs. Après il y a les jardins partagés, donc ça c'est pas mal, mais tout le monde n'y a pas accès. C'est ce qu'on appelle même si c'est pas très cher, mais les jardins ouvriers. Les jardins ouvriers, les jardins partagés. Après il y a des associations comme EcoBox qui eux pareil peuvent récupérer des parkings abandonnés et qui arrivent à faire des potagers en ville, des choses comme ça. Voilà, il y a plein de choses qui se font et qui doivent être encouragées. Mais il y a des villes comme Cuba aussi, c'est intéressant de voir comment ça se passe ailleurs. Cuba qui a connu des grosses crises et des embargos, ils en sont arrivés à récupérer le moindre petit lopin de terre. Et je dirais pas qu'ils sont à 100% d'autonomie alimentaire, mais quasiment, quoi. En tout cas en termes de légumes, de maraîchage, ils en sont quasiment à 100%. Après il y a peut-être toujours de l'importation en fruits ou choses comme ça ou en viande, mais bon, on pourrait planter des arbres fruitiers partout. Après il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est les grafteurs. Donc les grafteurs, c'est des gens qui greffent des arbres fruitiers sur des arbres à fleurs. Donc on peut greffer des cerisiers sur des cerisiers à fleurs, on peut greffer des pommiers sur des pommiers à fleurs. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Enfin, il faut un minimum de connaissances pour savoir greffer un arbre. Mais ça peut se faire. Il y a 50 ans, sur Paris, il y avait encore des vergers sur le champ de Mars.
Aujourd'hui, trouver des fruitiers en ville, ça se fait rare, quoi. Alors qu'on pourrait en planter partout. Il y a un grand parc, là on est à côté, on est sous l'Arche de la Défense. À côté, il y a le parc de Nanterre. Et bon là, c'est pas le parc de Nanterre, mais le parc de Nanterre, il se trouve derrière. On peut planter des arbres fruitiers partout, quoi. Et il y a peut-être une volonté économique parce qu'il y aura des pertes d'argent pour les producteurs de fruits. Mais bon, enfin, je pense qu'à l'heure actuelle, le souci premier, c'est de pouvoir nourrir la population, la nourrir de la meilleure façon possible. Et donc la meilleure façon possible, c'est de manger en priorité des végétaux, voire que des fruits. Mais aussi des fruits de bonne qualité. Et quand c'est bon pour le corps, c'est bon pour la planète. Et donc voilà, quoi. C'est voilà. pour être en symbiose. Ouais, en fait, trouver la symbiose. Voilà. Et ne plus exploiter la vie, quoi, les espèces vivantes, que ce soit animales ou végétales. Manger des fruits, c'est une symbiose avec l'arbre, c'est ce qu'on appelle la zoochorie. Donc manger des fruits, c'est disséminer les graines dans la nature. Et il y a même certaines graines qui ne peuvent germer que si elles passent dans l'intestin des singes ou des hommes. Enfin voilà, on est quand même plus proche des singes que d'autres animaux. Et la plupart des singes sont quand même frugivores, donc voilà. Il y a eu des tests de fait sur les selles de certains singes, et on s'aperçoit que quand ils vont à la selle, les graines qui sont contenues dans la selle vont germer et donner des arbres. Donc voilà, c'est un mode de dissémination des graines et de propagation des espèces fruitières. Donc voilà, c'est tout ça. Et sur un plan spirituel, en plus, voilà, il y a énormément de religions qui le disent. Quand on parle simplement du paradis, le jardin d'Éden, c'est un jardin où il y a des arbres fruitiers. Donc c'est la meilleure alimentation. Enfin, c'est l'alimentation qui est au paradis, quoi. Paradis sur terre, c'est ça. C'est un jardin d'Éden constitué d'arbres fruitiers, de fleurs aussi. Donc voilà. Et après, dans toutes les religions, on retrouve certains passages où la viande c'est pas simplement que le porc, mais la viande est complètement interdite. Il y a une sourate du Coran qui dit partout où il y aura abondance de fruits et légumes, des anges descendront. Il y a carrément, j'ai trouvé une sourate du Coran qui dit que ceux qui mangent de la chair animale, du sang et tout ça seront privés du paradis. Bon bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de la religion, mais en tout cas c'est une évidence qu'à l'heure actuelle, il suffit de regarder les modes de production pour s'apercevoir qu'on est en train de détruire la nature et que la meilleure alimentation c'est l'alimentation frugivore. Voilà. Enfin, je sais pas sur quoi, je pars un peu dans tous les sens là. Et ça permet aussi de plus regarder ce qu'on mange au niveau de ce qui est marqué sur l'ingrédient, etc. Avec toute la liste, souvent ils rajoutent, même dans des produits soi-disant végétariens, ils rajoutent quand même des produits animaux. Ouais. Des produits animaux, t'en as même dans les filtres de cigarettes, dans le papier à cigarette. Le porc, le porc, il y en a dans la peinture, dans le dentifrice, dans plein de trucs en fait, dans les films, dans les bandes films. Enfin, du porc, il y en a partout. Toutes les gélatines, c'est à base de porc, donc voilà. Mais après, il y a d'autres produits aussi. Tout à l'heure, tu me demandais la différence entre ce qui est bio, ce qui est écolo, et voilà. Mais il y a des produits que tu trouves en magasin bio et qui ne sont pas forcément écolos, quoi. Il y a énormément de produits qui sont à base d'huile de palme. On ne peut pas dire que ce soit vraiment écolo. Il y a des produits qui sont à base de soja, il y a des produits... tout ça, c'est pareil, c'est pas terrible.
non seulement au niveau de la santé, il paraît, enfin je sais pas, j'ai pas vérifié, mais il paraît que le soja c'est cancérigène. Et les céréales en général c'est pas très bon pour la santé non plus. Donc ça on le voit dans le site, sur le site frugivore.fr. Mais voilà, les céréales c'est pas très bon pour la santé non plus, quoi. De toute façon à partir du moment où on est obligé de cuire des aliments pour les manger, c'est pas terrible. Après les céréales seraient meilleures pour la santé à partir du moment où on les fait germer. Mais je pars du principe qu'on n'est pas obligé d'en manger pour vivre, et donc voilà. Les graines à la base c'est des êtres vivants en devenir, quoi. Donc en fait c'est comme si on mangeait des bébés. Ça va choquer plus d'un, mais tant pis. Mais les graines c'est des plantes en devenir, donc quand on mange des graines, on mange des êtres vivants aussi, quoi. Donc le but c'est d'avoir un minimum d'impact sur l'environnement, avoir le minimum d'empreinte écologique, tout en respectant au maximum son corps, sa santé et toutes les espèces vivant sur Terre, quoi. Donc, ça veut dire clairement créer un boycott de certains produits. Moi je suis pas pour le boycott ou pour dicter. Voilà. Mais je suis pas pour le boycott, moi je boycotte pas, puisque boycotter ça veut dire c'est interdire certains produits, et moi je suis pour vivre autrement et pour une alimentation frugivorienne ou fruitarienne, ou je sais pas comment on dit, mais une alimentation constituée de fruits. Voilà, donc je préfère me concentrer sur ce que je souhaite, en tout cas sur ce que je souhaite pour moi ou pour les autres, ou en tout cas pour moi dans un premier temps, mais voilà. Après le boycott il se fait naturellement, mais ça part pas d'une démarche de boycott. Je dis pas tiens je vais boycotter tel ou tel produit, mais je vais plutôt aller vers des aliments qui sont bons pour moi et bons pour l'environnement. Et ce serait quoi à ton sens la différence entre fructivore et frugivore? C'est pareil en fait, mais il y a différents termes. Je sais que en anglais je crois qu'on dit fruitarian, j'ai pas l'accent mais bref, et en français on dit frugivore. Après fructivore, je sais pas si ça existe, mais voilà, c'est en gros c'est s'alimenter que de fruits. Et le fruit étant la partie charnue qui entoure la graine ou le noyau. Donc voilà. Et qui n'est pas vivant, quoi. C'est l'arbre qui donne le fruit, lui est vivant, mais la partie charnue, elle est là pour attirer l'animal, que ce soit les humains ou n'importe quel animal frugivore, mais même les omnivores, hein, les ours mangent des fruits aussi. Mais voilà, c'est quelque chose pour attirer l'animal, et qui à son tour va rejeter la graine dans la nature, soit par les selles ou soit simplement en jetant le noyau dans la nature. Et donc voilà, c'est une espèce de symbiose. Voilà. Après, je sais pas sur quoi on peut partir. Est-ce que tu as des projets de créer des zones à défendre pour créer des jardins fruitiers Dans un premier temps, déjà le site, le projet qu'on a biodiversité, c'est ça aussi, c'est de mettre des légumes, mais pourquoi pas remettre des fruitiers en ville. Et après dans ce qu'on appelle nous légumes, il y a énormément de légumes qui à la base sont des fruits, quoi, la tomate, les potirons, les courgettes et compagnie, voilà. Je sais pas si c'est considéré comme vrai fruit ou faux fruit, mais bon, ça reste du fruit. Et voilà, après, j'ai entendu parler de projets, on a pas mal de potes qui sont plus pour un mode de vie nomade, qui eux aimeraient bien trouver des terrains un peu partout en France pour justement pouvoir bouger d'un endroit à l'autre, mettre des arbres fruitiers, mais aussi des espèces de potagers en permaculture, donc avec des graines qui vont se ressemer d'année en année. Et donc voilà, après l'idéal ce serait que les gens prennent conscience qu'on peut planter des arbres fruitiers partout et nourrir la population mondiale qu'avec des fruits. On a un pote là, j'ai un ami qui est en train de monter un projet d'éco-village. Bonjour. Je suis désolée, je suis en train de couper. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Là, c'est le coup, je me ramène dans une salle.
Donc on a pas mal de projets d'éco-village et tout. Le but c'est aussi ça, d'une part de montrer qu'on peut vivre différemment avec des modes d'habitation écologiques. Donc des maisons, soit des yourtes ou des maisons en paille ou des maisons en terre ou tout ça. Et puis à côté être autonome. Donc aussi bien en termes d'énergie, donc avec des panneaux photovoltaïques ou de l'éolienne ou d'autres choses qu'on n'a pas encore, enfin je sais pas trop exactement, mais et puis être en autonomie alimentaire aussi, quoi. Donc planter des arbres fruitiers, des choses comme ça. Mais des projets après, bah voilà, il faut des terres. Donc le but ce serait de libérer les terres, quoi. Moi je suis pareil, la propriété privée, je trouve que c'est limite, c'est pas normal, quoi. Et t'en penserais quoi Bonjour. Je suis en lèche. Et t'en penserais quoi du terrain vague à Puteaux? Le terrain vague à Puteaux? Quel terrain vague? Juste à côté, par là, il y a un gros terrain de vague avec des maisons abandonnées. Ça se fait déjà avec... ouais, c'est ce que font la ferme ce que fait la ferme de l'Amitié là à Nanterre. C'est-à-dire qu'ils investissent des terrains en friche et ils investissent ces terrains-là, ils sèment, ils plantent des fruitiers, ils font de la permaculture. Donc ouais, c'est ce qu'il faut faire en fait, puisque la terre n'appartient à personne à la base. Pour moi, vendre un terrain, c'est une aberration. La terre ne nous appartient pas, c'est nous qui appartenons à la terre. Donc le but, ce serait ça, c'est d'investir des terrains et d'y semer, d'y planter. Et voilà. Merci. Donc ça c'est à tout le monde, c'est à chacun de le faire, près de chez lui, voilà, investir le moindre petit terrain, le moindre petit lopin de terre, le moindre massif, le moindre pied d'arbre. Ça, c'est à chacun de le faire, quoi. Récupérer des graines vivrières, des graines bio. En trouver des graines bio et vivrières. Bah après, il y a des sites comme Cocopelli, mais bon, ça reste très cher. Alors, ils luttent pour la biodiversité, c'est bien, il en faut, mais c'est quand même... ce que je trouve dommage dans le truc, c'est que c'est quand même réservé à une certaine catégorie de personnes, parce que c'est très cher, donc c'est réservé un peu aux bourgeois, quoi. Après, si on veut trouver des graines pas chères, il y a les jardins des fraternités ouvrières à Moucron, où là, ils vendent le sachet de graines 25 centimes, parce que son but, justement, c'est d'offrir la biodiversité à tout le monde, quoi. C'est 25 centimes, et encore, je suis sûr qu'en s'arrangeant avec lui, il les donne quasiment, quoi. Puis après, c'est de faire des réseaux sur internet. Sur Facebook par exemple, il y a un site qui s'appelle Troc de graines entre Facebookiens. Donc là c'est d'échange de graines. Et puis c'est faire comme nous, c'est carrément demander, avoir le toupet de demander aux gens de nous envoyer des graines bio gratuitement. Donc, et puis après de pouvoir faire des banques de graines, parce que nous le but c'est aussi ça, c'est de récupérer des graines, de les semer, mais aussi de constituer des banques de graines. Un peu comme dans le film Solution locale pour désordre global, et de pouvoir les partager, les redistribuer et de trouver une autonomie aussi de ce côté-là, quoi. De pas passer par des semenciers comme Monsanto ou je ne sais qui eux bloquent tout ça, quoi. Donc de toute façon nos impôts c'est que sur les produits OGM, donc ça ne pas. Ouais, OGM, mais après t'as des semenciers, c'est pas forcément OGM, mais c'est des graines F1. Et le problème de la graine F1, c'est qu'en fait on prend un papa, une maman, et puis de ce croisement on va en faire une plante hybride. Et le problème de ces plantes, c'est quand on arrive ça va donner un fruit, mais ce fruit-là, si on récupère les graines, il va avoir les caractéristiques soit du papa, soit de la maman. Donc il peut arriver que la graine va donner exactement la même chose, mais en général c'est fait pour justement qu'on ait soit les particularités du papa et de la maman, donc on est obligé de racheter des graines l'année d'après. Et le but c'est encore faire du fric. Donc c'est tous les ans on est obligé de racheter des graines. Et ce qui est intéressant avec les graines bio, c'est qu'on aura toujours les mêmes caractéristiques. Voilà, on aura toujours le même fruit avec la même grosseur.
Voilà, et l'intérêt c'est qu'on n'est pas obligé de racheter des graines tous les ans. Donc là il y a un gros boulot à faire de ce côté-là et de rester indépendant quoi, à tout point de vue. Mais encore une fois, moi je suis pas contre le système, je suis pas anti ceci, anti cela, je suis pour autre chose et je suis pour vivre autrement quoi. C'est un changement en soi pour arriver à une certaine philosophie qui t'amène à avoir un autre comportement. Ouais, voilà. En fait, le problème des contestataires, c'est que quand tu es contre quelque chose, tu fais exister la chose. Que tu sois pour ou contre, tu fais exister la chose. Si tu es anti, je sais pas moi. En fait, il y a une phrase qui dit « ce à quoi tu résistes persiste ». Et en physique, voilà, quand tu résistes à une force, tu la mets devant toi, donc tu lui donnes vie en fait. Donc le but c'est de ne pas résister à une chose. Le meilleur moyen de faire disparaître quelque chose, c'est d'arrêter de résister et de vivre autrement. C'est de ne pas en parler. Ouais, de ne pas en parler, de l'ignorer totalement, quoi. D'ignorer cette chose-là. Même si ça fait partie d'une réalité, je nie pas la réalité, mais c'est en ignorant ces choses-là qu'on arrivera à faire autre chose. Et j'ai participé à une conférence une fois, c'était sortir du nucléaire. C'est bien, mais en fait le fait d'être anti-nucléaire, ça le fait exister parce qu'on en parle. Donc le mieux c'est d'être pour autre chose, pour une forme d'énergie propre. Après l'éolien c'est bien, mais c'est pas forcément propre non plus, il faut enterrer des câbles, c'est une pollution visuelle, il y a certaines éoliennes qui sont en plein sur des champs migratoires quoi. Donc il y a des accidents avec des oiseaux, voilà, franchement c'est pas terrible non plus. Les panneaux photovoltaïques, c'est pas non plus. Je sais pas je sais pas la durée de vie des panneaux photovoltaïques. Et je sais pas exactement si c'est vraiment respectueux de l'environnement. Après je me dis voilà, l'électricité elle existe depuis quoi, les années 1900, début 1900. On a vécu, je sais pas depuis quand l'homme est sur Terre, 200 millions d'années peut-être. On a réussi à vivre sans électricité. Je veux dire, si demain on n'a plus de centrale nucléaire, on n'a plus d'énergie, on va pas s'arrêter de vivre. Mais voilà, j'ai un ordinateur, j'ai pas de téléphone portable parce que j'en veux plus. Mais j'ai un ordinateur parce que ça me permet de communiquer aussi avec tout le monde. Demain, si j'ai pas d'ordinateur, franchement, ça m'empêchera pas de vivre. Au contraire, je pense qu'on vivra même mieux, quoi. Tu penses que le concept de l'énergie libre va avec cette philosophie? Oui, après il faut voir l'énergie libre là, de Tesla et tout ça, c'est très complexe. Ouais, mais apparemment ça marcherait bien et ce serait accessible à tous, ce serait gratuit surtout. Et c'est peut-être pour ça que les lobbies du pétrole et compagnie bloquent ces projets. Moi franchement, si demain il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de pétrole, à partir du moment où on a à manger et qu'on est capable de planter des fruitiers, des légumes, c'est pas grave, on fera sans. Et il y a un film que j'adore, c'est l'an 01, et c'est exactement ça, c'est on arrête tout et on garde que on continue de produire que ce qui vraiment nous semble indispensable. Mais au final... Par exemple, tu aurais des remèdes pour changer le papier actuellement? Le papier le change. Mais après, quand on regarde les civilisations qui respectent le mieux leur environnement et qu'on appelle souvent des peuples primaires, alors que pour moi c'est des peuples premiers, ça fait primaire, ça fait un peu débile pour moi, je trouve. Mais en fait, c'est vraiment eux qui respectent le plus leur environnement. Ils n'ont pas de livres, ils n'ont pas de papier. C'est que du savoir oral et qui transmettent de génération en génération. Le papier, il n'est pas indispensable. Pour moi, il n'est pas indispensable. Je préfère qu'on fasse marcher notre mémoire, qu'on fasse marcher notre cerveau. Et au final, on n'a pas tant de choses à savoir. Le papier, j'ai vu un truc de BD la dernière fois, ça m'a fait rire, c'est Captain Haddock là, dans Tintin, qui dit les humains sont vraiment débiles, ils coupent des arbres pour faire du papier, pour en faire du journal, pour écrire après, arrêter de couper des arbres.
Mais après, voilà, si on veut faire du bon papier, le chanvre c'est une plante qui sert à plein de choses. Faire des médicaments, faire de l'huile. On peut même faire des carburants, comment on appelle ça, bio. On peut faire énormément de choses avec le chanvre. Voilà, les billets de banque, c'est du papier. C'est du papier qui est fait en chanvre. Et c'est un très bon papier. On peut faire des vêtements, on peut faire énormément de choses. Mais si on veut aller plus loin, on pourra même vivre à poil, hein. Pourquoi pas, quoi. On n'a plus besoin de vêtements. En fait, le but, c'est de libérer le maximum de temps, quoi. Le maximum de temps. Parce que le temps, c'est pas de l'argent, le temps, c'est de la vie, quoi. Et pour moi, perdre sa vie à la gagner, c'est pas normal. Et je pars du principe que si on veut être vraiment libre, eh ben, il faut accepter le fait qu'on libère les autres espèces et qu'on libère la planète aussi, quoi. La planète, elle est là, c'est un être vivant. Dans certaines civilisations, elle porte un nom, c'est Gaïa ou Pachamama, c'est un être vivant. Et on passe notre temps à la piller, à l'exploiter, à la labourer et compagnie, alors que j'en parlais tout à l'heure, le labour c'est hyper mauvais. Enfin bref, il faut vraiment respecter la terre comme un être vivant. Et donc voilà, donc c'est arrêter d'exploiter les êtres vivants, arrêter d'exploiter la terre, et à partir de ce moment-là, on sera vraiment libre, complètement libre. Et donc voilà, on n'a pas besoin de papier, on n'a pas besoin de tout ça. Moi je préfère communiquer. Je préfère avoir un prof en face de moi, ou un maître, ou un gourou, parce que gourou ça veut juste dire maître, mais qui va m'enseigner des choses, plutôt que d'aller lire un livre. Voilà, c'est quelque chose de complètement individualiste. Lire un livre, ça détruit la nature, ça détruit des arbres, et on n'en a pas besoin, quoi. On n'a pas besoin de ça. Le savoir, oui, on en a besoin, mais le savoir, il n'est pas uniquement sur papier, ou voilà. Enfin, si t'as d'autres questions, je sais pas. Il y a tellement de choses à dire, quoi. Tellement de choses à dire. Là, je sais. Alors là, on n'a que des plats préparés. Donc en plus, c'est de la viande, donc c'est des animaux qui sont exploités, qui sont en camp de concentration. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, faut savoir que les plats préparés en général c'est blindé de sel, c'est hyper mauvais pour la santé, c'est tout ce qui est problème d'hypertension, tout ça, c'est très gras. Alors le sel, c'est un avantage, c'est quand on mange salé, en fait on boit plus, donc on consomme plus de boissons. La viande, c'est toujours le même problème, la déforestation. Ah oui, il faut savoir que 70% des terres cultivées dans le monde sont cultivées pour faire des céréales, pour nourrir les animaux. Donc en fait, si on arrête de manger des animaux, déjà aussi on arrête l'insémination des animaux, parce que les animaux qu'on mange, c'est des animaux inséminés. Là, c'est des crevettes, et la crevette, c'est une grosse aberration écologique. On est en train de tuer les mangroves, voilà, donc ça, il y a des informations sur internet, on peut retrouver. Mais en gros, quand on mange des crevettes, on tue les mangroves, c'est un poisson qui est en bout de chaîne alimentaire, et donc c'est l'un des poissons les plus pollués, avec tous les gros poissons, de toute façon le thon et compagnie. Le fromage, les produits laitiers, le fromage, voilà, donc l'exploitation animale, encore une fois. Il faut savoir que le lait c'est fait pour les veaux, c'est fait pour les chevreaux, mais c'est fait pour les bébés. Et on n'est pas fait pour boire du lait. Voilà, donc là on a tous les produits surgelés. On a comment ça s'appelle, des congélateurs qui consomment énormément d'énergie. Et voilà, on pourrait s'en passer si on mangeait que des fruits cueillis sur l'arbre. Donc ouais, tout à l'heure on parlait des produits bio. Et bio, c'est pas forcément écolo, parce que là on a donc margarine végétale non hydrogénée, huile de tournesol, palmiste, noix de coco, bref. Tu nous montres le petit logo bio? Donc voilà, c'est on va pas mettre, mais bon, c'est bio, hein. Okay. C'est bio, mais c'est pas écolo. On a un produit bio, bio équitable, c'est marqué là en haut. Et ça vient du Pérou. Et ça vient du Pérou, donc ça a fait des milliers de kilomètres pour venir chez nous. Donc c'est pas écolo. Donc, nous sommes devant un chariot complet de Nutella. Donc, Nutella qui est
qui est un gros mangeur d'huile de palme. En fait, si vous laissez un pot de Nutella au soleil, vous verrez que vous allez récupérer quasiment plus de 30% d'huile de palme sur un produit bio, AB, en Tetra Pak. Alors Tetra Pak, c'est comme tout ce qui est canette, conserve, boîte de conserve et tout, c'est rempli de bisphénol ou d'aluminium ou de choses comme ça, donc qui sont mauvais pour la santé. Donc ça peut être bio et mauvais pour la santé aussi. Là on a du produit bio en bouteille en verre. Alors il faut savoir que les vitamines disparaissent à la lumière. Donc en fait quand on a un produit qui est comme ça à la lumière, bah dedans il n'y a plus beaucoup de vitamines. Donc, autrement dit, ça sert à rien. Donc là en fait on boit du jus qui a le goût de pomme mais qui n'a plus de vitamines, qui n'a plus rien dedans en fait. Et tous les produits en bouteille en verre sont mauvais. Donc on a des œufs. Des œufs c'est pareil, c'est du cholestérol en concentré, on n'est pas obligé d'en manger. Là, on vient de voir que tous les produits qui sont ici ne viennent pas de France, donc forcément, ça pollue. Donc la fameuse baguette du français, la baguette en fait c'est des céréales, c'est du blé. Donc c'est issu de l'agriculture intensive. Il faut savoir que le blé en fait il est bourré de pesticides, il est bourré de produits chimiques. Parce qu'en fait on met de l'azote pour le faire pousser. L'azote c'est chimique. Et vu qu'il pousse trop fort, on va lui mettre des hormones pour le raccourcir. Ensuite on récupère le grain. Le grain c'est un grain qui est déjà malade. Il faut en faire de la farine. Donc la farine on va la blanchir avec des blanchisseurs. Enfin, tout au long de la production en fait c'est que des produits chimiques qu'on rajoute. Et donc le pain blanc c'est un des aliments les plus pollués et les plus mauvais. Voilà. Et à la rigueur c'est ce qu'il y a de mieux, le pain bio. Il n'y a pas de produits chimiques. Mais ça reste de la céréale et les céréales de toute façon c'est mauvais pour la santé. Alors, voilà, on est en 2012 et maintenant l'eau se vend, l'eau qui est une denrée indispensable à la vie sur Terre et qui est gratuite pour tous, se vend en bouteilles plastiques. Et les bouteilles plastiques contiennent des phtalates et c'est très cancérigène. Donc en fait on se nourrit pour être en bonne santé, au final on s'empoisonne avec toutes ces eaux en bouteille. Et vous remarquerez qu'il n'y a plus d'eau en bouteille vert, maintenant on trouve que de l'eau en bouteille en plastique. Donc après je ne sais pas reconnaître la toxicité du plastique, mais il y a des eaux qui sont meilleures que d'autres. C'est surtout qu'il y a des plastiques qui sont peut-être un peu meilleurs que d'autres. Après, si vous voulez trouver de l'eau en bouteille en verre, il faut aller en magasin bio et ça coûte très cher. Donc en fait, si vous êtes pauvre, vous mangez de la merde et vous buvez de la merde et comme ça vous crevez. Alors ça, que dire là-dessus, c'est de la véritable merde. Voilà, eau gazéifiée, saccharose, glucose, correcteur d'acidité, carbonate de magnésium, acidifiant, taurine, caféine. Voilà. C'est quoi déjà la taurine? Colorant. Taurine, je sais pas, c'est un truc qui vient des taureaux, c'est pour... Je sais pas exactement en fait. Mais bon, tout ça, c'est pas vraiment très bon pour la santé. Déjà, il faut savoir que les canettes, c'est rempli de bisphénol aussi, c'est rempli de produits chimiques. Comme celle-là. Planète Cola, mais la grande marque aussi de soda. Et en plus, tous ces produits, en fait, c'est vraiment le capitalisme à fond. Il faut savoir que cette grande marque de soda est responsable de la pollution des eaux en Inde, est responsable de la mort aussi des syndicalistes en Colombie. Et voilà. Alors Coca a quand même refusé de reprendre la composition de ses canettes, alors qu'on sait très bien que c'est cancérigène. Mais voilà. Les produits dont on pourrait se passer, qui pourtant font partie de la vie de tous les jours, tout le monde en boit. Est-ce que c'est marqué? Voilà, alors là on a du vin, c'est du vin bio. Et en tout petit sur le côté, il y a marqué « contient des sulfites ».
Donc en fait les sulfites c'est ce qui permet d'avoir la réaction pour changer le raisin en alcool si j'ai bien retenu la leçon. Et des sulfites on en trouve dans tous les vins, même les vins bio. Et pareil c'est pas très bon pour la santé. Mais bon voilà, la baguette et le vin c'est un peu ce qui fait la particularité du français. Et voilà, et on exploite des hectares de terre juste pour faire de la vigne et pour faire du vin. Donc l'alcool aussi c'est mauvais pour la santé, ça on le sait tous. En tout cas ça fait des millions de morts tous les ans, directement ou indirectement. Mais on continue de vendre du vin et on interdit certaines plantes qui pourraient peut-être nous faire du bien comme le chanvre. Mais bon. Donc voilà, le vin contient des sulfites et c'est hyper mauvais pour la santé. C'est bien de le souligner. Donc là on a Lipton. Alors c'est une marque qui avant faisait en plus des tests sur animaux. Donc là c'est pour montrer aussi le suremballage quoi. C'est plastique, carton et à l'intérieur c'est des dosettes. Bon sur le thé encore on va dire que c'est biodégradable tout ça. Mais c'est quand même du suremballage. Et le pire c'est tout ce qui est café. Café avec les café. Voilà. Donc à l'intérieur c'est des petites dosettes. Donc, ça encore c'est des dosettes papier. Mais alors le pire c'est là What Else là. Nescafé. Alors je sais pas s'ils en vendent ici. On n'en a pas. Là, on a ça en équivalence. Quoi Ça c'est les petites dosettes. Ouais ça c'est les dosettes papier encore. Ça, je crois pas. Hein. Mais ça c'est des dosettes papier, attends. Parce que ça c'est à chaque fois c'est une dosette plastique qui va aller polluer la nature. Donc voilà. C'est le suremballage. Maintenant tout est fait individuellement. Donc, tout ça c'est de la pollution. Donc avant de faire son tri sélectif, il faudrait déjà commencer par acheter des choses qui polluent pas et qui font pas appel au suremballage. Le café c'est pas indispensable à la vie sur Terre, enfin à la vie des humains. Ça sert juste à s'exciter un peu pour travailler plus vite, mais c'est tout. On vit très bien sans café. On va mettre un couteau. Plus facile pour toi. Donc là on a un produit Blédilet, Blédina, et dans les ingrédients on a de l'huile de palme. Voilà, tout simplement. C'est ce que vous donnez à vos enfants. Donc c'est mauvais pour la santé.